on n'est pas d'accord, non. On n'est pas d'accord. Alors déjà, moi, je dois être en héros, mais par contre, lui, il a rien à faire en héros. Ballon d'or, vous le mettez pas en légende. Il y a plein de légendes qui n'ont pas le ballon d'or. C'est un malade. Salut tout le monde, c'est Colin. On est à Marseille devant le stade Vélodrome pour rencontrer une légende du foot. Un ballon d'or les amis, un ballon d'or. On va se régaler parce qu'on va parler évidemment de sa carte héros parce qu'il y a des statistiques à revoir. On va parler de ses souvenirs foot et pas que, je vous ai réservé des surprises de très haute qualité. Allez, venez avec moi. On remercie évidemment eSport parce que sans eux tout ça c'est pas possible. On rentre à l'intérieur du Vélodrome. Jean-Pierre Papin, comment ça va? Très très bien. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui, dans un endroit, je pense, qui est assez évocateur par rapport à ta carrière. Ouais, mais pas ce stade-là. Nous, on était un petit peu plus ancien. Ouais, il a été un petit peu retravaillé depuis quand même, mais c'est vrai qu'il est magnifique. C'est ma première fois au Vélodrome. Je suis trop content que ce soit avec toi. Ouais, c'est la première fois, j'en ai plein les yeux et je me régale et encore plus d'avoir ce moment privilégié avec toi. Je remercie eSport parce que c'est grâce à eSport qu'on est là aujourd'hui ensemble, parce que il y a ton élément Ultimate Team qui est mis en avant et on va revoir ensemble si tu es plutôt content de la carte et des statistiques qui ont été mises en place pour toi. Donc je te la montre, voilà, pas de spoil, je te montre un petit peu. Est-ce que tu es content des statistiques qui ont été mises en place pour toi? Ah, c'est chaud quand même là. Ah, c'est chaud quand même. Il y a quoi qui te déplaît? Il y a un point majeur qui te déplaît. Le 44 me déplaît. Le Après, 44 en défense? Le reste, allez, ça va, le reste. Ils sont le plutôt 44, j'aime pas. Tu sais quoi? Moi, je te propose qu'on vienne ensemble sur chaque point parce que je m'attendais à cette réponse de ta part. Je me suis dit quand même, ballon d'or, etc. On va revenir ensemble dessus et tu me dis si tu confirmes ou pas la note après notre petit échange point par point. La première statistique, c'est la frappe. On t'a mis 89. C'est plutôt pas mal, ça, c'est élevé sur 100. C'est plutôt élevé. Pour valider ensemble, je vais te demander une anecdote sur ta carrière et tu vas me dire si tu penses que c'est en adéquation avec la note ou pas. La frappe, je pense à ce moment où tu as frappé aux yeux des spectateurs de foot, des grands fans de foot, mais aussi des recruteurs qui peuvent tourner autour du foot. Est-ce que toi, tu as un moment précis où tu penses que les gens ont commencé à reconnaître ton talent? Alors les moments précis, il y en a beaucoup en fait, parce que c'est tout un tas de petits trucs à la fin qui font que à la fin, tu arrives à être là où tu voulais être. Quand je suis arrivé ici, je sortais de Bruges, et à Bruges, j'avais marqué énormément de buts. Je me disais que finalement, j'avais déjà pas mal de choses, etc., qu'il suffisait de rentrer sur ce stade pour faire la même chose. Sauf que le football français et le football belge n'est pas le même. Et j'ai eu énormément de mal à m'habituer au foot français, parce qu'un peu plus technique, un peu moins physique que Belgique, mais un peu plus technique. Et la technique, finalement, ma technique à moi, c'est la technique devant les buts. Après, quand il faut participer au jeu, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce qu'il faut faut apprendre encore. On apprend tout le temps. En fait, au foot, on apprend tout le temps. À chaque match, chaque saison, chaque club, tu apprends des choses différentes. C'est clair. Et je pense que la seconde année où j'étais à l'OM, comme j'avais changé quelques petites choses à l'entraînement, c'est là que j'ai commencé à être celui que je suis devenu après. C'est quoi que tu as changé à l'entraînement? En fait, l'anecdote, c'est que la première année, j'ai eu énormément d'occasions et que j'en ai vendangé beaucoup en fait. J'ai marqué 13 buts quand même, mais j'aurais dû en marquer 30, 35 si j'avais été un peu plus adroit. Et ils m'ont appelé, j'en peux plus. JPP, j'en peux plus. Ah ouais. Et là, quelque part, ça m'a un peu vexé. Et le dernier match de la saison, je leur ai dit l'année prochaine, vous ne m'appellerez plus jamais, j'en peux plus. Et l'année d'après, en fait, quand on a recommencé l'entraînement, j'ai juste changé une chose, c'est que tous les jours, je me suis entraîné à frapper 200 fois tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Et pourquoi 200? Il fallait à chaque fois que parce 200 que c'était des séries qu'on avait mis en place avec le gardien. 10 séries de 20 frappes, côté gauche, côté droit. C'était des volées, que des volées. Ouais, ta signature. Et si tu veux, à la fin de la saison, déjà j'ai fini meilleur buteur avec 19 buts. Là aussi, j'ai marqué beaucoup, mais j'aurais pu en marquer plus. Et par contre, les 4 années après, ça a été 21, 24, 27, 30. Waouh. Le fait que j'avais compris que ce travail-là m'aidait à être efficace,
En fait, j'ai plus jamais arrêté. Tout au long de ta carrière, après, tu as continué à faire ces mêmes séries-là? J'ai fait toutes ces séries dans tous les clubs où je suis passé. Et ça, c'est en plus des entraînements collectifs que tu pouvais avoir. Tu restais en fin de séance et tu faisais ça avec. Ouais, je restais avec le gardien remplaçant qui était à l'époque chez nous, Alain Casanova. Ouais. On y a passé des heures. Wow. J'avais la chance d'avoir 2 centreurs avec certains. En règle générale, c'était les jeunes du centre de formation qui venaient centrer. Et puis on restait 25, 30 minutes, quelquefois même plus. C'est incroyable. Et le but, en fait, c'était sur les 200 frappes d'en mettre 100 au fond. Tu y arrivais souvent? Alors, le ratio au départ, c'était 5 sur 20. Ouais. Au début, 5 sur 20. Et de temps en temps, même sur une volée, je disais au gardien, bon, j'en contrôle une, histoire de me remettre un petit peu en confiance. Et à la fin, la 5e année, la dernière année où j'ai fait ça, c'était 17 sur 20 et je contrôlais plus. Waouh. Dirais vraiment une touche de balle. Une touche de balle volée, ça partait. Le travail, ça paye. Travailler un petit peu, le travail, ça paye. La deuxième statistique, on va la valider. Du coup, tu as 89. Je pense qu'on peut la booster un petit peu. 89 en frappe, c'est pas mal. 89, c'est bien. Parce que 89, c'est haut. Pour aller au-dessus, c'est compliqué quand même. Ah ouais, bon, là, on commence à titiller les Cristiano Ronaldo, les Messi. Donc, bon, voilà, on va rester à 89, c'est bien. Sens collectif, ils t'ont mis 73. Est-ce que déjà, sur le plan du jeu, tu es en accord avec ça ou est-ce que c'est généreux ou un peu radin? Non, je pense que je suis en accord avec ça parce que, en fait, nous, on dépend beaucoup des autres. Quand on est attaquant, on dépend beaucoup des autres. Donc, on est la pointe de l'épée, c'est nous qui sommes normalement faits pour marquer des buts et tu dépends énormément des autres. Après, dans ce que tu peux amener toi, c'est peut-être un peu jouer de haut but. Ici, je jouais jamais de haut but. J'ai appris à jouer au but quand je suis parti dans les clubs étrangers après. C'est vrai, ici, c'était pas du tout ce que dans la façon de jouer. Non, parce qu'on avait une équipe faite surtout d'attaques rapides, avec des joueurs qui allaient très vite, qui étaient très bons techniquement, qui étaient capables de mettre les ballons là où il fallait. Donc finalement, je n'avais pas besoin trop de jouer de haut but. C'était beaucoup de la profondeur et ça m'allait bien. Sur maintenant hors terrain, le sens collectif pour moi c'est le partage avec tes partenaires. Tu as une vie un parcours qui est assez atypique, on va y revenir un petit peu plus tard. Est-ce que tu as un geste, un comportement, une attitude, une présence de la part d'un coéquipier qui t'a marqué dans ta carrière? Est-ce que tu as une anecdote comme ça? Les comportements, c'est surtout les comportements qu'on a en dehors du terrain, parce que sur le terrain on se connaît par cœur, c'est un petit peu même tout le temps la même chose. Après, quand tu arrives à connaître tes coéquipiers en dehors du terrain, il se passe des choses qu'on ne peut pas comprendre. Quoi. Je veux dire, naissent des amitiés, naissent des complémentarités, juste parce qu'on parle, parce qu'on va boire un apéro ensemble. Voilà, on vit des choses différentes ensemble en fait. Il y en a un qui a réussi en te donnant un coup de main ou en étant présent dans un moment où tu es fortement critiqué ou autre, avec qui tu as noué des liens particuliers, qui a été très précieux pour toi ou pas? Parce que tu as été chahuté, toi, dans ta carrière. Oui. Il y a eu des moments où tu parles du j'en peux plus. Il y a des moments où tu as été un petit peu critiqué, chahuté. Je pense que ça fait partie du chahuté. Moi, tu sais, ma valeur, la refuge, en fait, c'est la résilience. C'est que pour moi, j'estime que quoi qu'il arrive, on doit tomber très bas pour remonter très haut. Et au football, en fait, c'est exactement ça très souvent. C'est-à-dire que tu perds un match, tu es au fond du trou. T'en gagnes un, tu es au sommet. Je pense qu'à un moment, il faut savoir perdre pour remonter très haut. Et ça, je m'en suis servi toute ma vie en fait, même dans la vie de tous les jours. Dans ta vie même personnelle, oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs événements qui t'ont poussé à être résilient, c'est vrai. Le dribble, 83, c'est juste? C'est juste. Ça va? Ouais. Ok, donc on va pas parler du jeu, vu que c'est juste, on va pas parler du jeu, je t'emmène en dehors. Alors est-ce qu'il y a un transfert qui a été évité au dernier moment, un transfert que les gens ne connaissent pas forcément, qui ne s'est pas forcément réalisé, qui était bien parti, te concernant, qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas fait? Alors oui. En fait, l'année où je suis au Milan, je joue un peu moins, donc je demande à vouloir quitter le club. Chose que normalement on ne fait jamais quand on est dans ces clubs-là, on ne demande pas à partir. Mais bon, après on a tellement d'ego que, comme tout le monde, on a envie de jouer, un peu plus que les autres. Mais voilà, quelquefois il faut juste savoir écouter, voir, etc. Moi, de ce côté-là, je ne regardais pas, je ne voyais pas. Donc j'ai voulu partir. Ok. Et en fait, j'ai donné ma parole à Trapattoni, qui était le nouvel entraîneur du Bayern. Pourquoi? Très simple, parce que entraîneur italien, je sortais d'Italie, j'ai parlé la langue, je me disais je vais aller au Bayern, qui est un des plus grands clubs que l'Europe connaisse. J'aurai pas le problème de la langue et ça va bien se passer. Et dans les 3 jours qui ont suivi, j'ai Valdano qui m'a appelé du Real en me demandant de venir signer au Real. Et
je m'entends encore lui dire au téléphone, je peux pas, j'ai donné ma parole. T'as refusé le Real Madrid parce que t'avais donné ta parole au Bayern. Ouais. Après, attention, le Bayern Munich, immense. Mais Non, si on parle du Real Madrid. On parle du Real Madrid. Le problème, c'est que moi, quand je donne ma parole, je donne ma parole. Je l'avais donné à Trapattoni, j'ai respecté. Je m'en suis mordu les doigts, mais je me suis respecté. C'est vrai, c'est ce que j'ai demandé. Tu t'en es mordu les doigts. Ouais, Ça aurait été beau de voir ton nom au Real Madrid. En fait, où je m'en suis mordu les doigts, c'est que en fait, j'ai pas joué au Bayern. J'ai joué au Bayern 6 mois sur 2 ans. J'étais 14 mois blessé. Et que ça a été 2 ans pas gâchés parce que j'ai quand même gagné une Ligue Europa. J'ai marqué le but de l'année là-bas. Mais ouais, j'aurais pu être certainement plus heureux en Espagne. Parce que la mentalité allemande, c'était pas la mienne. Donc là aussi, c'est difficile. Il faut s'adapter à chaque fois à la culture de l'endroit, l'aspect, l'approche du foot, tout est différent. Le foot en lui-même est le même partout. Ouais. Après, les exercices sont différents, les tactiques sont différents, les organisations sont différentes, mais le foot, quand tu regardes les jeux, c'est les mêmes partout. Peu importe, tu joues en Afrique, en Asie, peu importe, c'est la même chose. Après, ce qu'il y a autour, quelquefois, c'est les paramètres qui sont très importants. Et si tu ne les prends pas en compte, quoi qu'il arrive, quelquefois, ça a du mal à matcher. Ouais, ça a du mal à matcher. Voilà. Bah, ça tombe bien parce que ma prochaine question, elle est sur la défense. Alors, on va pas cacher aux gens. En off, tu savais déjà qu'il y avait cette note qui était de 44. Et elle t'a pas plu cette note de 44 parce que tu défendais en plus sur le terrain. En fait, j'étais un des premiers attaquants à venir défendre, tacler, etc. Après, s'ils pensent que je tacle mal, 44, c'est normal. Mais sur le fond de défense, je suis pas d'accord sur la note. Bon, on va reparler de ça à eSport. On va essayer de modifier ça pour que ça grimpe un petit peu. Mais en dehors du terrain, on a parlé de l'adaptation, on a parlé de ta blessure. C'est des moments, moi, qui me fascinent dans la carrière d'un joueur, sa capacité à rebondir, à affronter l'adversité. Parle-moi de cette blessure au Bayern. Elle t'a touché, on a parlé de l'anecdote avec le Real Madrid, elle t'a touché. Comment tu la vis à l'époque? La blessure, c'est un phénomène que nous, quoi qu'il arrive, on doit vivre avec au football parce qu'elle peut arriver à n'importe quel moment. Moi, quand elle est arrivée au Bayern, en fait, c'était la première blessure sérieuse que j'avais de ma carrière. Et ça a failli être la dernière. Moi, je les connais, les explications. C'est que moi, j'étais habitué à faire des préparations longues et difficiles avec du physique. Et au Bayern, en fait, on a fait une préparation que j'avais jamais vue dans un club de professionnel. C'est-à-dire qu'en termes de physique, on a fait 16 matchs en matchs amicaux. Okay. Donc on ne s'est pas entraîné physiquement, des footings, etc. Et pour moi, ça, c'est la base. C'est l'essence que tu mets au départ qui te permet, quoi qu'il arrive, de tenir 2, 3, 4, 5, 6 mois. Ouais. Après, tu as une autre trêve, tu refais de la préparation et ainsi de suite. Et là, on a fait de préparation. Et le jour où on a joué le premier match de compétition en Coupe d'Allemagne, le mec, je l'ai même pas vu arriver, il m'a plié le genou. Et ça a failli être la dernière blessure. Je me suis fait le ménisque, les cartilages, la totale. Et j'ai mis 14 mois. Ça paraît interminable, 14 mois pour un joueur de foot. 14 mois, c'est le bout du monde, quoi. C'est le bout du monde parce que. Puis nous, on marche au mental. Donc, moi, j'avais vu les médecins, ils m'avaient dit ouais, dans 3 mois, aucun problème, tu vas remonter, tu vas revenir, tu seras sur le terrain. 3 mois, ils t'ont dit? Ouais. Ça aurait dû être 3 mois, mais mon corps n'a pas géré. Ma tête n'a pas géré non plus. J'ai fait ce qu'on appelle une algodystrophie. Une algodystrophie, c'est un phénomène en fait qui t'empêche l'intérieur du corps de cicatriser. Okay. Parce que là, psychiquement, tu es touché. D'accord. Et en fait, ça a mis 10 mois. Ça a mis 10 mois. Wow. Et 10 mois, c'est l'éternité. Quand tu es en Allemagne, que tu ne peux pas expliquer exactement comment tu as mal, où tu as mal, etc. avec la barrière de la langue, même si l'anglais était pas mal, mais ce n'était pas suffisant. Ouais, bien sûr. Ça a été une galère. Ça a été une vraie galère. Comment tu arrives à gérer ça, toi, sur la durée? En fait, tu gères rien du tout parce qu'en fait, tu vois tous les jours ton genou qui gonfle, qui avance pas, etc. Ah oui, c'est terrible. Chaque fois que tu fais un mouvement, chaque fois qu'il dégonfle, tu fais un mouvement, ça regonfle. Et tu n'as pas la solution. Et la solution, on l'a trouvée après avec un médecin de Marseille. Il m'a sauvé ma carrière et j'ai pu repartir. Mais ça a été compliqué. La parole des footeux sur la dépression, sur le burn-out, sur tous ces trucs-là, elle est de plus en plus, on va dire, ouverte. Toi, pour cet épisode-là, tu considères que c'est ça ou pas? Sur cet épisode-là, je pense que c'est ça. T'es dans la dépression, tu penses? Ouais, c'est la dépression. La dystrophie, de toute façon, c'est le début de la dépression. Ouais. C'est la conséquence de trop penser, de revenir trop vite, en fait. Ouais. Et bon, c'est comme ça. Hein, non, c'est comme ça, mais je trouve ça intéressant de pouvoir en parler. Déjà, pour tous les jeunes footeux qui vont regarder cette vidéo. Et je trouve que c'est bien qu'ils sachent que ça existe et qu'il n'y a pas de honte à avoir à ressentir ça. Ah non, il n'y a aucune honte. C'est important de voir des idoles le dire.
il faut parler, il faut se renseigner, il faut prendre des avis médicaux. Ouais. Et surtout, il faut trouver la bonne solution. Et quelquefois, la bonne solution, c'est pas celle où il va falloir faire un geste chirurgical ou quelque chose. C'est quelquefois peut-être parler ou aller voir quelqu'un qui va te réconforter, etc. C'est savoir prendre soin de soi, en fait. Ça, c'est important. Il y a plein d'aspects pour le faire. Non, mais c'est savoir prendre. Et c'est s'adapter à chaque fois, à chaque personnalité, chaque besoin, c'est différent. Et un footballeur, par rapport à aujourd'hui où il y a encore plus de. Alors, par rapport à nous, il y a encore plus de matchs, il y a beaucoup plus de choses. Il faut prendre soin de soi, et très souvent, et le plus souvent possible. C'est noté. C'est noté. 76 en physique. 76 en physique. Est-ce que tu estimes que c'est juste ou pas? 76, je l'aurais mis un peu plus quand même. Parce que moi, sur un terrain, c'était 90 minutes à courir. Je veux dire, je marchais très peu à courir. Donc, 82, 83, ça aurait été logique. Il y a un championnat qui t'a plus chahuté que les autres? C'est toujours la même adversité? Non, ouais, c'est toujours la même adversité. Après, quand tu joues à ce poste-là, c'est toujours la même adversité. Hein. C'est des contacts, c'est des duels, c'est essayer d'aller plus vite que l'autre, sauter plus haut que l'autre. Donc, non, il n'y a pas eu de championnat où on disait que l'italien c'était plus difficile. Mais quand tu joues dans le Milan, il n'y a rien qui est difficile si tu veux. Déjà les entraînements, c'est déjà les entraînements. C'est déjà quelque chose. Les joueurs que tu as, normalement, voilà, en fait, tu arrives à te sortir de toutes les combines qu'il peut y avoir contre toi. Il y a un aspect, je trouve, de ton jeu, ta personnalité, qui n'est pas mentionné dans les skills là qu'on a listés, c'est la force mentale. La force mentale qui, je trouve, dans le jeu, est très importante. Là, tu en as parlé via tes blessures. Mais si tu me permets, et c'est vraiment si tu me le permets, j'aimerais qu'on aborde quelque chose, un sujet qui t'est très cher, c'est ta petite fille, Émilie. Qui a eu si tu m'arrêtes si je me trompe, dans les informations, qui a eu une lésion cérébrale en étant plus jeune, et ça engendrait un handicap. À la naissance, en fait. À la naissance. À la naissance. Alors, moi, c'est hyper important pour moi d'en parler, dans le sens où je trouve qu'on ne partage pas assez ce qui se passe dans l'environnement des joueurs de foot parfois, pour expliquer une condition qui est un peu moins bonne, ou au contraire, qui est meilleure. Toi, tu as su gérer ce qu'un adulte, un parent dans la vie de tous les jours va avoir beaucoup de mal à gérer. Tu as réussi à le faire en ayant une très belle carrière à côté. Est-ce que tu veux bien revenir avec moi sur comment tu as vécu tout ça? Comment tu gères au moment où tu l'apprends, l'handicap de ta petite fille? Comment on l'apprend? C'est très simple. De toute façon, nous déjà, quand on va voir le médecin, Émilie a 9-10 mois, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas quoi, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors tout le monde nous dit oui, c'est du retard, machin et tout. Mais bon, retard, c'est un mot par rapport à un autre. Nous, on la voit tous les jours et il y a plus que du retard. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'informations. Et on va... donc je suis à la fin de ma carrière ici à l'OM en 80, je crois que c'est en 80, Émilie, mais en 90, donc en 91, l'année où je suis Ballon d'Or en fait. Ouais. On va voir les médecins ici à Marseille et on sort de la réunion et tout simplement ils nous ont dit il faut penser à mettre votre fille dans un centre et venir la voir samedi et dimanche. Aussi rude que ça. Et ça, franchement, on n'était pas prêts. En plus, moi, c'était mon second mariage. On venait juste de se marier. Émilie, elle avait 10 mois et on te sort ça comme ça. Donc nous, on s'est retrouvés devant la Timone. Dans l'abri de bus, on s'est mis à pleurer. On s'est mis à pleurer avec ma femme et on est rentré à la maison. Et là, on s'est dit, si apparemment il n'y a rien à faire pour elle, nous on va trouver une solution. Et on a cherché les solutions qu'on a trouvées après. C'est quoi les solutions que tu as trouvées? La solution, c'était une méthode américaine qui s'appelle le patterning, qui était actualisée aux États-Unis, à Philadelphie exactement. Donc on a cherché par tous les moyens à essayer d'avoir des rendez-vous déjà, qui c'est très compliqué. Il y avait 2 ans d'attente. Donc quand tu as ta gamine qui est malade, qu'il faut que tu attendes 2 ans, tu te trépines des pieds un petit peu parce que tu sens que tu vas jamais y arriver. Et puis finalement, on a eu un créneau qui s'est ouvert, mais il fallait parler la langue. Donc on s'est mis très vite à retravailler l'anglais et on est parti aux États-Unis. Et en fait, on a trouvé pour la première fois des réponses, mais des réponses que nous, on ne s'attendait pas. C'est-à-dire que le diagnostic, il était catégorique, il y avait vraiment un vrai gros problème. D'accord. Ah, et jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce rendez-vous-là, aucun médecin ne vous l'avait diagnostiqué? Jamais. D'accord. Jamais. Ok. Et donc ça, c'est un deuxième
Coup de massue derrière la tête? Alors oui et non, c'est un deuxième coup de massue. Oui, parce qu'au moins on a une réponse, mais ça en est un peu moins parce qu'on a la solution pour éventuellement pouvoir résorber un petit peu le problème. Donc on est allé en Fès après 16 fois là-bas. Ok. Et pour nous, je pense que Émilie était autiste dans son monde à elle. Et je pense que notre grande fierté, notre vraiment gros travail qu'on a eu, c'est qu'on l'a mis dans notre monde à nous. D'accord. Et là, aujourd'hui, Émilie, elle a 91, ans. elle a mon âge. Elle a 36 ans. Elle a 30, ok, Elle a d'accord. 36 ans l'année prochaine. Ok. Et on est très fiers d'elle parce qu'aujourd'hui, elle fait des choses comme toi et moi. Normalement, physiquement, elle est comme toi et moi. Ok. Elle est capable de venir courir 10 bornes avec moi tous les jours. Et on nous avait dit qu'elle ne marcherait jamais. Donc si tu veux, nous, par rapport à ça, on est sortis grandis de l'histoire parce qu'on a travaillé 10 ans, 12 ans avec elle, tous les jours, tous les secondes de la journée. On était à ses côtés, à essayer de lui faire faire des choses, Il y a des bénévoles qui étaient avec nous toute la journée, qui venaient tous les jours à la maison. Il y avait une trentaine de personnes qui se relayaient. Et Émilie a progressé. Aujourd'hui, elle ne parle pas. Quoique, de temps en temps, il te sort un mot, tu ne sais pas comment, pourquoi, etc. Il te sort un mot et bon, pour nous, c'est vachement important. Ouais. Mais il y a 5 ans, on était perdus parce qu'on était un peu déçus malgré tous ces progrès qu'on avait faits, on n'est pas de communication en fait. Et on a créé en fait un langage entre nous de 8 signes. Ok. J'ai mal, j'ai soif, j'ai faim, etc. Et ça nous a changé la vie en fait. Tu as réussi à rentrer en communication avec ta fille? Exactement. Il y a 5 ans seulement? Il y a 5 ans, ouais. Waouh! Alors je me demande comment toi tu as réussi à gérer une carrière comme ça. En fait, on a commencé vraiment à travailler avec Émilie quand je suis parti au Milan. Donc Milan, ça a été un peu compliqué parce que trouver des bénévoles, etc., c'était un peu plus difficile. Mais on avait des gens qui venaient, etc. À l'école française, on s'était relayé avec pas mal de personnes. Donc on avançait déjà. Et puis l'année Munich, où je me suis blessé, en fait, là, c'est là où Émilie a fait le plus de progrès. Parce que j'étais là à la maison, il y avait les bénévoles qui étaient là et tout a changé dans la philosophie de travail d'Émilie en fait. Ok, c'est impressionnant ce que vous avez réussi à mettre en place. Bravo à elle avant tout déjà, et bravo à vous parce que waouh, c'est déjà très compliqué les enfants de manière générale. Et c'est nos enfants, on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas nous, il n'y a personne qui le fera. C'est vrai. Et c'est magnifique. T'as ballon d'or, sur et en dehors du terrain, je te le donne. Bravo. Ah mais je le prends. Celui-là, je le prends. Bravo, c'est incroyable. Alors, comme je te l'ai dit, elle n'est pas dans les caractéristiques e-sport, mais pour moi, elle compte énormément, que ce soit dans la carrière des joueurs, mais dans la tienne particulièrement. Elle est primordiale chez moi. C'est important. Alors, l'élément Ultimate Team, ta carte qui est dispo avec tes statistiques, et il y a la team classique Ligue 1 qui va être disponible, dans laquelle tu es évidemment sélectionnable. Donc, ce que je te propose, c'est que maintenant qu'on a parlé de toi, on va parler de l'équipe. On va choisir, je vais te proposer des noms. Allez. Et on va choisir ensemble qui va constituer le 11 classique de la Ligue 1. D'accord? Pour les gardiens, je te propose Petr Cech ou Gianluigi Buffon. Ah, je vais mettre Buffon. Buffon? Ouais, parce que déjà c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un que j'ai joué contre, c'est quelqu'un que j'ai vu jouer. Même si j'aime beaucoup Petr. Un petit faible pour j'ai un petit faible pour Gianluigi. D'accord. Défenseur gauche, Vicente Lizarazu, John Arne Riise. Ah, je vais prendre le petit basque. Je vais prendre le petit basque. C'est mon ami, en plus, je vais prendre le petit basque. T'aimes bien la région en plus, t'aimes bien le coin de France, on va prendre le petit basque. Il est sympa en plus. Défenseur central, Laurent Blanc ou Marcel Desailly. Là, je te mets dans la panade déjà. Oui, grave. Tu te débrouilles, c'est pas mon choix, c'est le tien. Tu te débrouilles. Je vais prendre Laurent. Juste par rapport à sa relance. Ah, il a révolutionné le poste quand même. Voilà, juste par rapport à sa relance. Je m'attendais à ce que tu aies un petit fait pour lui. Défenseur droit, Lilian Thuram ou Maicon? Alors, sans aucun problème, Lilian Thuram. Ok, désolé Maicon. Désolé. Mais ça a été fait froidement, alors vraiment, c'est moi qui dis désolé, c'est pas lui. Milieu central, on a Michael Essien ou Claude Makélélé. Alors là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect physique et l'aspect technique. Moi, je suis à ce poste-là, j'aime les joueurs qui relancent propre. Je vais prendre Makélélé. Ouais. Ouais. Je t'avoue que pour moi, c'était impossible de choisir. Ouais, moi j'ai choisi. Oh, bravo. J'ai choisi parce que en fait, c'est un poste où tes premières relances, elles doivent être impeccables. Ouais. Et même si Michael Essien, c'est quelqu'un qui fait plutôt du box-to-box,
J'aurais peut-être mis un cran au-dessus, moi, Michael Essien. Mais bon, si tu me dois choisir, je prends Makelele. Ok, tu sais quoi, je vais faire une petite exception dans mon petit jeu, parce que monsieur est déjà en train de foutre en l'air mon interview, mais c'est pas grave. Pour l'épauler, encore en milieu central, j'avais Patrick Vieira ou Yaya Touré. Je te permets, même si je pense que ce ne sera pas ton choix, d'inclure Michael Essien. Si non, tu mais veux. là, je mets Patrick Vieira. Là, il n'y a même pas Il n'y a photo. pas débat. Photo, Yaya pas Touré, débat. gros monsieur quand même. Ouais, Gros non, joueur. mais Yaya Touré, j'aime beaucoup aussi, mais Vieira c'est au-dessus. je pense. Vieira c'est Je au-dessus pense. selon toi. Je D'accord. pense. Milieu droit, Ludo Giuli ou Ronaldinho. Ah, Ronaldinho. T'as pas trop de Ronaldinho, débat. c'est mon idole, en fait. Ah ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est le joueur que non seulement j'ai vu jouer, que je connais très bien même, mais c'est le joueur qui m'impressionne quand je vois ses vidéos, en fait. Je crois qu'il n'y a aucun joueur capable de faire ce que Ronaldinho a été capable de faire dans sa carrière. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, des fois, je regarde des trucs sur les réseaux, sur les vidéos de Ronaldinho, mais je me dis, c'est juste hallucinant, quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est sur eSport déjà. C'est peut-être Mais lui, il le ça, fait en son vrai, secret. par contre. Tu en parlais des genoux fragiles. Ah ouais, non, Lui, mais, si on essaie de faire la même chose, on se fait mal. je crois que c'est le joueur On se fait mal. qui m'a le plus impressionné, en fait. Tu sais ce qui est beau, c'est que tu me dis quand même que c'est ton idole alors que c'est un joueur qui a joué après toi. Ça, c'est Ouais. magnifique, c'est rare d'entendre ça. Non, mais. Souvent, les influences, c'est d'avant. Toi, tu as une idole par rapport à un joueur qui a joué après toi. J'en ai deux, en fait. C'est idoles. J'ai Ronaldinho et Platini. Ah L'idole ouais de ma jeunesse, c'est Platini. Ouais. Et l'idole que j'ai de voir jouer, parce que je trouve que la classe, c'est Ronaldinho. Ok. C'est des beaux éloges que tu as fait là. Milieu offensif, JJ Okocha ou Zizou. Pourquoi tu me poses la question? Par politesse, c'est de la politesse. Zizou. D'accord, ok. Milieu gauche, Franck Ribéry ou Eden Hazard. Ça, c'est un piège. Ouais. Alors, j'aime beaucoup Eden. Mais voilà. Pour qu'il y ait deux boulonnais dans l'équipe type, je vais mettre Franck Ribéry. D'accord, Franck Ribéry. Attaquant, première paire, Thierry Henry ou Didier Drogba. Et ça, c'est un Tu peux débat. me donner juste la deuxième paire au cas où? Bah, évidemment, tu seras dedans. C'est Zlatan ou Jean-Pierre Papin. Oh, Voilà. Je sais pas si elle t'aide, la deuxième paire. non, même pas du tout. On peut pas jouer à 4 devant. Malheureusement, non. Je vais mettre Titi. Tu mets Titi? Ouais. Et le deuxième, tu te poses même pas la question, c'est toi. C'est sûr. Non, mais c'est pas moi. Par rapport à Zlatan, c'est pas moi. Ouais, monsieur Ballon d'Or, Ouais, Zlatan n'a mais- pas de Ballon d'Or. Ouais, mais quand tu vois alors, le Zlatan d'avant ou le Zlatan de maintenant? Ah bah ça, c'est toi qui choisis. Mais excuse-moi, moi je trouve qu'il y a débat. Ouais, non, il n'y a pas de débat. Toi, tu trouves que Zlatan est au-dessus de toi? Ouais, je pense, ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à l'ensemble de la carrière, le prestige des clubs? Ouais. Ce qui est difficile, c'est de mélanger les générations. Ah, ça, je te comprends. C'est difficile de mélanger les générations par rapport à ce qu'ils ont fait. Par rapport à ce qu'il a fait, je pense que Zlatan a fait mieux que moi. D'accord. Ok. Mais bon, t'as quand même ton petit Ballon d'Or qu'on lui montrera dans la... Mais juste pour faire plaisir, je vais me mettre quand même avant Ah, Zlatan. merci, il a failli foutre en l'air ma vidéo, je suis là à ramer. Merci beaucoup. De rien. Bon, bah, on montrera le 11 évidemment complet. Mais merci Jean-Pierre Papin d'être venu avec Avec moi plaisir. aujourd'hui. Je me suis régalé. Avec Et plaisir. je vous mens pas, il fait très froid à Marseille. Pour ma première à Marseille, je gèle. Mais avec toi, j'ai passé un très bon moment, très chaleureux. Merci beaucoup. Avec le Vélodrome Vélodrome en fond, derrière. franchement, Ouais. c'est un rêve qui devient réalité. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très vite. Pour les autres, on se rejoint très vite sur Call Interview avec d'autres invités très classe comme Jean-Pierre Papin aujourd'hui et d'autres anecdotes de foot. Parce que grâce à vous, je me régale. Ciao.